J'ai avec moi sur ce plateau un invité exceptionnel, Thomas Mélonio. Salut Thomas. Salut Jean. Merci d'être avec nous sur le plateau de Backseat. Tu es économiste en chef à l'Agence française de développement. Ça veut dire quoi? C'est quoi ton job? Alors l'AFD, c'est votre agence en fait pour le compte du gouvernement, des citoyens. On fait des dons dans les pays les plus pauvres pour lutter contre la pauvreté par exemple, et aussi des prêts dans les pays émergents par exemple pour réduire le changement climatique ou prévenir des pandémies comme le Covid par exemple. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en tant que banque, on prête, on vérifie que la santé économique des pays auxquels on prête est bonne. Sinon, on va perdre ton argent, Jean, et puis celui de ceux qui nous regardent, c'est une première chose. Et puis deux, on travaille avec des gouvernements aussi pour accompagner leur développement, leurs plans, et essayer d'optimiser comme ça les plans par exemple de décarbonation. D'où la présence d'économistes à l'Agence française de développement pour vérifier tous ces échanges d'argent. Combien d'argent ça représente par an, l'AFD, vers les pays du Sud? Alors en dons, on fait à peu près 700-800 millions de dons dans les pays les plus pauvres, là vraiment lutte contre la pauvreté. Et en volume de prêts, c'est à peu près 10 à 11 milliards de prêts par an qu'on va apporter aux pays en développement. Et aussi d'ailleurs dans les territoires d'outre-mer français. On fait aussi de l'investissement sur des hôpitaux, l'appui aux communes, etc. Donc on a une activité en France. On en avait parlé avec votre directeur général, notamment à Mayotte, où un certain nombre d'actions ont eu lieu récemment. Je voulais qu'on aborde une première question avec toi, Thomas. Chers amis, vous l'avez peut-être appris, le président Donald Trump a décidé de supprimer d'un trait de plume l'Agence américaine de développement, l'équivalent américain de l'AFD pour la France, qui s'appelle l'USAID. Quelle réaction est-ce que toi, tu as, Thomas, face à cette annonce incroyable? Je suis un peu inquiet. D'abord, je connais plein de gens dans cette agence donc, qui ont, dans certains cas, été virés du jour au lendemain, ou en tout cas, on leur a demandé de rester chez eux. Et deux, peut-être dire en deux mots ce que fait l'USAID. L'USAID, par rapport à l'AFD, plus dans l'aide humanitaire, un peu moins dans le financement de projets. Mais ça veut dire quand même qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, ont des traitements pour le sida, par exemple, qui peut-être n'en auront plus demain. Donc, c'est un risque vital. C'est ce que j'allais demander, effectivement, sur concrètement, il y a des projets dans des pays, en voie de développement qui vont s'arrêter? Oui, ça peut être sur de l'aide alimentaire, ça peut être sur la fourniture de médicaments, ça peut être sur la protection de l'environnement. L'USAID, c'est 40 milliards de budget par an, donc c'était vraiment un mastodonte. Et là, c'est beaucoup de projets qui vont s'arrêter dans des pays en développement, avec, je dirais à très court terme, des gens qui vont perdre leur emploi, mais aussi des enjeux de santé, d'environnement, par exemple, qui risquent de se dégrader. Donc oui, il y a quand même une forme de choc ou une préoccupation quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis. Il y a aussi une pensée derrière, qui est celle de Donald Trump et de l'extrême droite américaine, cette idée un peu isolationniste que l'Amérique n'a rien à faire à l'étranger, qu'elle doit se contenter d'être chez elle et arrêter d'envoyer de l'argent ailleurs. Cette pensée, on l'entend aussi en Europe. T'es inquiet, toi ? Oui, on voit que c'est un débat qui monte en Europe. Donc, peut-être le sentiment de solidarité, il a tendance à s'effriter un peu. L'idée qu'on peut apporter aux autres de manière bienveillante. Donc ça c'est une réalité politique. La deuxième, et là c'est là que je trouve que ce qui se passe aux États-Unis est inquiétant, c'est que c'est une erreur de croire que le CO2 ne va pas traverser les frontières ou que les virus ne traversent pas les frontières. Enfin, en réalité, penser qu'on peut régler tous les problèmes uniquement chez soi sans agir à l'international, c'est une idée qui est complètement fausse. C'est évident dans le changement climatique, mais c'est évident quand on cherche aussi à se protéger de la circulation des virus, à être informé en temps et en heure, à faire de la prévention. On peut par exemple supprimer des virus. La variole a disparu, la polio est au bord de disparaître. Il y a des choses très positif qu'on peut faire à l'étranger. C'est bon pour des pays étrangers, c'est bon pour nous. Moi, je n'ai pas de problème avec l'idée de dire, avec des pays en développement, il faut trouver des intérêts mutuels. Je pense que c'est bien. Mais il faut être conscient du fait que quand on n'agit pas à l'étranger, peut-être qu'on est en train de se créer un problème aussi à domicile. Est-ce que tu sens que la politique de développement est mise à mal en France? Est-ce que tu entends, toi aussi, des discours de gens qui critiquent l'Agence française de développement, mais même globalement, le principe même de l'aide publique au développement? Oui, ce n'est pas tellement pour ma boutique là, que ça me préoccupe. Évidemment, je l'ai en tête, mais quand le sentiment de solidarité est plus faible, c'est décevant d'une certaine manière. Ou on voit bien qu'il y a une tentation, aussi en France ça existe, d'essayer de se protéger par soi-même et seul. Et ça, je pense que c'est une erreur stratégique. Cette semaine, il y a eu à Paris un sommet international pour l'action sur l'intelligence artificielle. On en a beaucoup parlé dans les médias. On a surtout beaucoup parlé des États-Unis, de la Chine, de l'Europe. Et les pays du Sud, dans tout ça, on n'en a pas du tout parlé. Pourtant... Alors, on en a parlé quand même un petit peu, Jean. On a fait, par exemple, on a fait un événement à l'AFD. Non, mais l'AFD, oui, mais je veux dire, dans les grands médias, tu es d'accord avec moi, tu vois. Ça, c'est vrai. Le débat, c'était plutôt où sont les grands data centers, les gros modèles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir aussi qu'il y a des solutions qui peuvent être développées dans des pays en développement. C'est vrai en Afrique, c'est vrai en Amérique latine. Peut-être je vais donner quelques exemples. Et je pense que ça a été le challenge qui est venu de DeepSeek. C'est intéressant parce que ça montre que sans forcément investir 10, 15, 20 milliards dans d'énormes data centers, d'énormes modèles, en fait, il peut y avoir des modèles plus spécialisés qui peuvent résoudre quelques problèmes.
Mais peut-être si je peux citer deux exemples. Vas-y, donne. On a un partenariat intéressant avec une ONG qui s'appelle Bibliothèques sans frontières, et ils développent des modules au Sénégal, par exemple, pour accompagner des enseignants qui doivent enseigner en français, mais parfois leur langue, c'est le Peul, par exemple. Et là, ça permet, grâce à l'IA, de faire des traductions, d'avoir des contenus bilingues et d'améliorer des services publics. Ça, c'est une utilisation. On a fait aussi avec d'autres acteurs, là, avec notamment Instadeep et Datacraft, un hackathon pour utiliser l'image satellite, mettre des couches d'IA. L'objectif, là, c'est de prédire où il va y avoir des invasions de criquets. Par exemple, en Afrique, c'est un problème majeur. Et là, en traitant de l'imagerie satellitaire avec des algorithmes, pas forcément non plus hyper consommateurs d'argent ou d'énergie ou de temps, on peut améliorer, c'est de traiter des problèmes concrets. Mais il y aurait d'autres exemples dans la santé, dans d'autres domaines, qui montrent qu'il y a une place aussi pour l'utilisation de l'IA. Pas que en Europe, en Chine, aux États-Unis, il y a des applications dans d'autres continents. Mais ça veut dire quand même faut maîtriser les langues, par exemple les langues qui existent sur le continent africain. Ça veut dire qu'il faut des datas qui sont adaptées au contexte de tel ou tel pays. Donc ça fait quand même, ça demande un petit effort pour que cet investissement soit réalisé et qu'il produise des choses utiles. Absolument. On a entendu le président de la République, Emmanuel Macron, se féliciter que la France allait attirer plus de 100 milliards d'euros d'investissement à long terme sur le développement de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est réaliste pour des pays du Sud de lever autant d'argent pour l'intelligence artificielle ? Alors peut-être pas 100 milliards. D'abord, ça dépend de ce qu'on appelle pays du Sud. Dans les pays du Sud, oui, la Chine parfois se classe comme un pays du Sud, ou l'Inde. Donc il y a des très très grosses puissances qui sont encore classées comme des pays en développement. Après, sur des pays de plus petite taille, peut-être les investissements seront moins importants en volume. Mais ils ont intérêt à le faire quand même. C'est-à-dire que les sujets de souveraineté de la data, est-ce qu'on protège ses données, est-ce qu'on est capable d'avoir des modèles, des applications dans son pays utiles pour un pays, par exemple, je prenais l'exemple du Sénégal, s'ils veulent utiliser de l'IA pour améliorer la qualité de l'éducation, je pense qu'ils ont intérêt à le faire. Après, ils ne vont pas forcément exporter les données de leurs élèves ou de leurs professeurs à l'étranger. Donc moi, je pense que c'est intéressant d'avoir des investissements, peut-être sur des montants un peu plus raisonnables, en tout cas proportionnés par rapport au pays, mais qui correspondent à leurs besoins. Voilà. Donc je pense que c'est bien de ne pas l'oublier. Si je te dis Afrique du Sud, Nigeria, Algérie, Ghana, qu'est-ce qui se passe dans ces pays ? Est-ce qu'on a des raisons d'être optimiste ? Alors, on a fait avec plusieurs collègues là, une sorte d'étude sur le potentiel de l'IA en Afrique. Et les pays que tu as cités, ça fait partie de ceux qui ont le plus fort potentiel d'IA. D'abord parce qu'il y a une bonne connectivité. Donc oui, il faut de l'accès, Internet, électricité, etc. Ce qui m'a frappé en faisant cette recherche, c'est le lien aussi entre le pool de talent et le développement de l'IA. Donc, quand il y a des universités, quand il y a des chercheurs en IA, par exemple, assez souvent, ils créent des boîtes, ils créent des solutions et on voit un écosystème qui commence à se développer. C'est-à-dire pour des gouvernements, par exemple en Afrique, mais c'est vrai en France, c'est vrai dans d'autres domaines, il faut quand même investir dans les formations qui permettent après d'avoir des talents de haut niveau. C'est un bien en soi, moi j'adore la recherche, mais c'est aussi ce qui va permettre de développer un secteur économique et de trouver des solutions dans le pays. Il y a un challenge, tu en as un petit peu parlé, c'est l'utilisation des langues africaines dans le numérique. Elles sont souvent laissées pour compte par les logiciels qu'on utilise tous. Dans les langues disponibles, les langues africaines ne le sont pas toujours. Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça ? Alors, il y a deux choses. Les gros modèles commencent à développer des capacités, par exemple, de traduction. Il y a des choses qui existent en Wolof, en Peul, etc. Donc ça commence. Souvent, il y a quand même assez peu de data et assez peu de contenus qui ont été validés. Mais je prends un exemple, si on veut mettre un contenu pour des élèves ou dans le domaine médical, il faut être absolument sûr des contenus qu'on met. Donc il faut des bouquins certifiés dans les langues africaines pour qu'il apporte des vrais conseils médicaux. Ça serait quand même assez grave d'apporter des conseils médicaux, mais qui seraient faux et qui pourraient mettre en danger la vie des gens. Donc là, et ça se fait pas forcément spontanément, parce qu'à très court terme, c'est pas forcément super bancable. Donc c'est là que des acteurs comme l'AFD, mais ça peut être d'autres acteurs du développement, hier USAID, mais peut-être demain Fondation Gates ou d'autres, peuvent investir pour se dire on fait des traductions sur des contenus dans l'éducation nationale, dans la santé, mais qui vont... Après, quand on aura des assistants profs, assistants élèves, assistants médecins ou infirmières, un contenu qui est certifié, qui n'est pas une mauvaise recommandation sur un mauvais médicament ou un mauvais conseil pour la vie privée. Tu as une question aussi qui est celle des compétences. Est-ce que les compétences ne sont que dans la Silicon Valley, à Paris, à Londres et à Pékin, à Shanghai ? On voit quand même, c'est pour ça les pays que tu citais tout à l'heure, il y a un enseignement supérieur, il y a des universités, parfois il y a des grandes écoles qui commencent à former des talents. Ça, c'est intéressant. Il va y avoir, je pense, quand même un sujet sur est-ce que ces talents ils sont attirés, aspirés par la Chine, les États-Unis, l'Europe. Donc pour les pays en développement où les salaires sont plus bas, il va falloir qu'ils forment pas mal de gens pour être sûr qu'ils en gardent assez pour leurs propres besoins. Parce qu'en effet, il peut y avoir des talents qui circulent. Parce qu'on a un cliché qui est probablement un peu néocolonial aussi, c'est de se dire que les pays du Sud ont essentiellement des ressources naturelles et que les pays du Nord, eux, ils ont de la haute technologie, de la grande industrie. Et c'est pas vrai du tout, en fait.
Oui, c'est vrai que c'est un cliché, on se bat toujours là-dessus à l'AFD, mais tous les ans, on sort un petit bouquin qui s'appelle «L'économie africaine». Et là, vous avez dedans, sorti la dernière édition 2025 récemment, ouais, en 2025, janvier. Ouais. ça vient de sortir. Et ce qu'on constate depuis plusieurs années, c'est que parfois sur l'Afrique, il y a l'image de c'est l'extraction du pétrole, des minerais, etc. Et en fait, les pays qui sont extractifs, où la mine, l'extraction, c'est une grosse part de l'économie, ils s'en sortent plutôt moins bien que les pays diversifiés, que les pays où il y a de l'industrie, que les pays où il y a des services. On peut citer, il y a des pays, je pense Côte d'Ivoire, Bénin, le Rwanda, qui est au cœur de l'actualité aussi. Et dans ces pays, en fait, l'économie est assez diversifiée et ils ont une croissance qui est beaucoup plus élevée, souvent 6-7%, alors que les pays pétroliers ou miniers, c'est moins élevé. Et ça, pourtant, si vous demandez à 100 personnes à Paris quel est le modèle économique de l'Afrique, beaucoup vont vous dire « c'est les richesses naturelles, c'est l'extraction ». Ouais. Et en fait, c'est faux. C'est pas du tout ce qu'on observe dans les chiffres année après année. Quelque part, c'est encourageant, parce que ça veut dire que si on investit dans les personnes, dans les infrastructures, dans la vie des institutions, dans les entreprises, il y a un potentiel, même si on n'a pas des ressources naturelles très abondantes dans un pays. Donc, ça peut être un motif d'espoir aussi, je pense. C'est effectivement un cliché auquel il faut vraiment tordre le cou, parce que c'est un truc qu'on on se le représente quand même assez facilement, ce cliché, alors qu'en réalité, c'est vraiment faux. Comment est-ce que l'intelligence artificielle pourrait participer à être un moteur de développement pour l'Afrique, par exemple? Je veux dire, c'est dans le domaine général des services, mais l'IA, en fait, elle est aujourd'hui déjà dans la plupart des services, y compris sur le continent africain, dans la téléphonie, dans le tourisme, dans les services à la personne. Donc, je pense que ça va se diffuser. Aujourd'hui, on ne le retrouve pas de manière... Enfin, si on regarde le PIB africain, on ne va pas avoir un effet IA majeur aujourd'hui. Après, si on se projette à horizon 10 ou 15 ans, là, ça peut être un peu différent. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à l'Agence française de développement pour 2025 ? Ne pas être supprimé par un décret présidentiel, c'est déjà une bonne chose. Ça, c'est numéro un. Merci d'y penser. Je t'en prie. Non, je pense qu'il y a plusieurs choses. Bon, moi, je suis content de participer à cette émission aussi. Je crois que c'est important de parler des sujets internationaux, de montrer que, bon, d'abord, on garde un rôle international en France. C'est un combat, quelque part. Et puis deux, qu'on explique toujours en quoi ce qui se passe à l'étranger, à l'international, va impacter aussi la situation en France. Moi, je comprends qu'il y a plein de problèmes en France à régler. On l'entend tous les jours et il faut être conscient de ça. Mais qu'on ne pense pas que la bonne solution, c'est de se désintéresser de ce qui se passe au plan mondial. Je vais peut-être prendre un exemple. La France, c'est moins de 1% des émissions de carbone au plan mondial. Ouais, donc, première option, on se dit on est tout petit, donc on ne fait rien. Deuxième option, on se dit on va essayer de travailler avec pas mal d'autres gens pour quand même réduire les émissions de CO2 et nous protéger aussi du changement climatique. Donc vraiment, il y a deux mentalités. Soit c'est celle de un peu le village d'Astérix, on crée des murs et on pense qu'on va s'en sortir. Soit on essaie de travailler pour faire des coalitions, agir avec d'autres, parce qu'on ne va pas y arriver tout seul, mais qu'on mobilise le maximum de gens, mais qu'on prenne notre part quand même. Donc ça, moi, j'aimerais bien qu'on se dise il y a des problématiques globales et qu'on ne lâche pas parce qu'on est centré sur nous-mêmes. Où est-ce qu'on peut vous retrouver l'économie africaine 2025, publié là en janvier. Où est-ce qu'on peut le retrouver, ce document? Alors, c'est d'abord, la dernière édition, c'est aux éditions La Découverte. Donc ça, on peut le trouver en ligne n'importe où, chez Libraire. Ce qu'on fait aussi, c'est que chaque année, on met en ligne gratuitement les éditions précédentes. Comme ça, si vous nous regardez, mais que voilà, vous n'avez pas envie de l'acheter cette année, celle de 2024 gratos, 2025 c'est payant. Il y a des chapitres, disons, il y a toujours une analyse macroéconomique, mais on traite de certaines thématiques. Par exemple, l'année dernière, on avait parlé des effets du changement climatique sur le continent africain. Donc cette année, comme tu le rappelais, on a fait un chapitre spécifique sur l'intelligence artificielle. Il y en a d'autres sur les conflits et leurs impacts socio-économiques. Mais ça, si vous faites économie africaine sur n'importe quel moteur de recherche, vous pouvez retrouver les éditions précédentes. Ouais. Et vous pouvez retrouver l'Agence française de développement sur son site internet, n'importe quel moteur de recherche vous le donnera, et sur ses réseaux sociaux. Merci beaucoup Thomas Melonio d'être venu sur le plateau de Backseat. Merci Jean. On se retrouve après un générique, à tout de suite.